C'est ce micro-là que j'utilise. Bonsoir. Bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici. Puis, j'ai presque pas de pression. J'ai une copine qui me dit « Mon fils est allé tout seul à son rendez-vous chez le médecin, t'es aussi bien d'être bonne. » Fait que ça commence de même, ça va être le fun. Donc, je vous ai préparé un petit quelque chose, là, puis j'espère que vous allez aimer ça. Donc, il y a quelques années, je me suis réveillée un matin, puis j'ai des fois, mais là, j'essaie de me corriger, la très mauvaise habitude de regarder mes courriers électroniques dans mon lit. Il ne faudrait vraiment pas faire ça, j'ai fait ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait tweeté une étude qui se faisait chez 400 enfants, moitié femmes, moitié garçons, moitié filles. Et cette étude-là avait étudié des enfants entre l'âge de 5 ans et 7 ans. Et l'idée, c'était qu'on leur racontait une histoire où il n'y avait pas de genre dans l'histoire. Il y avait un héros qui était très, 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 très brillant. Et après ça, on leur demandait « Quel sexe vous pensez que le héros a? » Et tout le monde pensait que c'était un garçon. Puis j'ai dit « Maudite merde! On est arrivé là comment? » Moi, je trouve ça bien trippant. Donc, moi, ce soir, ce que je voulais vous parler, c'est que je voulais vous parler de certains reculs auxquels on fait face. Et ça, c'est un parmi tant d'autres. Donc, je vais vous parler de 3 choses. Les femmes sont des héros. La santé des femmes est la pierre angulaire pour acter un leadership féminin. Puis, il faut passer à l'acte. À travers le monde, en Afrique, en Amérique centrale, au Bangladesh, des femmes fuient des crises tous les jours. Et à tous les jours, elles essaient de s'assurer de donner un futur pour leur famille, pour leurs enfants. C'est une drive, c'est vital. Puis cette force-là, elle est imbattable. Et pour la survie de leurs enfants, à chaque jour, ces femmes-là, ces mamans-là, font des choix qui sont des non-choix. Elles prennent des risques sans limite. Je me rappelle, quand j'ai travaillé dans le camp somalien d'Adab, les mamans marchaient des semaines, 3 semaines, avec un enfant dans le dos, avec tout leur colis sur la tête, traversaient des checkpoints, passaient de la Somalie au Kenya pour venir dans nos cliniques. Ils ont toujours été les héros de mes histoires. Et donc, la première histoire que je voulais vous raconter, c'est une histoire d'une femme qui a fait un choix. Et ça s'est passé il y a quelques années. J'étais à Lesbos, et puis il y avait une femme qui venait à notre clinique et qu'on suivait régulièrement. Et elle nous parlait toujours de ses 3 enfants. Et elle avait perdu son mari quand elle avait fui la Syrie en traversant la Turquie. Et là, elle avait pris un bateau, elle est arrivée en Grèce. Elle était clandestine dans le pays, en Grèce. Et là, elle nous racontait un jour qu'elle avait 4 enfants. Donc, on l'a regardée, on a dit « Ah bon? 4 enfants? » Elle a fermé les yeux, elle a baissé la tête. Elle dit « Oui, elle dit, j'ai une fille. J'ai une fille de 14 ans. Puis je l'ai envoyée avec un passeur vers l'Allemagne. Parce qu'avec l'acte de Dublin, bien, peut-être qu'on a une chance d'arriver en Allemagne. On va pouvoir demander la réunification familiale. On sait tous qu'est-ce qui peut arriver à sa fille. On sait tous qu'elle va être probablement maltraitée. On sait tous qu'elle va être probablement violée. La mère aussi le sait. Tout le monde sait la réalité. Et ça, ce sont les choix que des gens en crise font. Des choix qui sont des non-choix. Les femmes sont des héros, sont surtout des héros en temps de crise. La santé des femmes, pour moi, est un fondement vital pour faire exister un vrai leadership féminin. Et donc, ça veut dire que les femmes doivent avoir accès à la santé, et ça inclut
la santé reproductive en tout temps, même en temps de crise. Il y a des gens qui l'ont déjà entendu cette anecdote-là. Je suis désolée, Patrick. C'est l'histoire au Congo. Je suis allée souvent au Congo, mais ça, c'est la République du Congo. Et ça s'est passé en 1999. Et c'était pendant la guerre entre deux milices qui s'appelaient les Ninjas et les Cobras. Moi, dans ce temps-là, les Ninjas, je connaissais juste Michelangelo. Et puis, à ce moment-là, il y a eu 250 000 personnes qui se sont sauvées dans la région du pôle pendant 6 mois. Ils sont restés dans le pôle. Ils ont mangé des herbes. Ils ont souffert de malnutrition. Les mamans nous ont dit qu'il y avait une épidémie de pieds enflés. Ça voulait dire qu'ils souffraient de malnutrition très, très aiguë. Et puis, à un moment donné, il y a eu des frappes aériennes. Les gens ont eu l'impression que la ville était libérée et ont décidé de revenir en masse. Et là, on a créé un couloir humanitaire. Et les gens sont revenus par milliers, puis par milliers, des hordes de gens. Et dans ce couloir humanitaire-là, nous, on s'était fait dire, il ne faut pas y aller. On va vous tuer. Donc, on a dû attendre de l'autre côté. On attend qu'ils arrivent à Brazzaville. Puis tout le monde nous a raconté des horreurs. Les gens se sont fait tuer. Il y a eu des exactions tous les jours. Les femmes ont été violées. La plupart, c'était des gang rapes. On a décidé de les accueillir dans le stade, parce que c'était le seul endroit qu'on pouvait tous les accueillir. Puis il y avait eu tellement de femmes qui avaient été violentées sexuellement qu'on avait été réduit à mettre une pancarte « Femmes violées » à droite. C'est à ce moment-là qu'on a dit « Il faut faire quelque chose. On ne peut pas faire semblant que ça ne s'est pas passé. » Et donc, on a voulu développer une prise en charge compréhensive pour les victimes de violences sexuelles. Et donc, ça incluait la pilule du lendemain, le traitement des maladies sexuellement transmises, ça incluait le soutien psychologique, ça voulait aussi dire qu'on faisait un test pour le VIH et on donnait des antirétroviraux. Ça voulait dire aussi que si éventuellement la maman voulait avoir un arrêt de grossesse, une interruption de grossesse, on était pour lui donner accès. Et je me rappelle quand j'ai présenté ça à mon conseil d'administration, que c'était le projet que j'avais en tête, et ils m'ont dit « Bien voyons donc, Joanne, on ne meurt pas d'un viol. » J'étais furieuse. J'étais très, très, très en colère. Toutes les cellules de mon corps, les 50 trillions, même chaque mitochondrie était fâchée. Et puis, on a décidé qu'on était pour le faire quand même. Et puis, on l'a fait. Puis aujourd'hui, ça fait partie du minimum package dans les temps de crise. Puis, vous allez me permettre de citer un de mes grands idoles, Dr. Mukwege, qui a gagné le prix Nobel de la paix cette année. Lui qu'on nomme l'homme qui répare les femmes et qui a dit « Pour détruire et souiller, nul besoin de chars ou de bombardiers. Il suffit de violer les femmes. » Moi, c'est sûr que je trouve ça complètement bad-trippant qu'à cause de ma biologie, parce que j'ai un utérus puis 2 trompes de Fallope, je suis vulnérable. Je suis vulnérable aux abus sexuels, je suis vulnérable à l'esclavage sexuel. Je suis vulnérable aux grossesses que je ne veux pas. Et c'est pour ça qu'il faut absolument s'assurer que les femmes ont accès à la santé reproductive. Et ça inclut l'interruption de grossesse. On connaît les chiffres. On sait que les avortements à risque, donc non médicalisés, c'est une des 5 causes de mortalité maternelle. Ça représente 13 % des décès. Et que si on ne donne pas accès à ça, les femmes vont le faire de toute façon. Ça va être juste pas médicalisé, ça va être juste à risque. Nous, notre organisation Médecins sans frontières, à tous les jours, on traite les complications des avortements à risque.
L'OMS dit qu'on pense qu'à peu près 46 millions d'avortements à chaque année, à peu près 20 millions sont considérés à risque. Presque 50 000 femmes à chaque année meurent d'un avortement non médicalisé. Je demeure absolument atterrée de savoir qu'il y a quelques semaines, quand on a voté au Conseil de sécurité des Nations unies une résolution sur les violences sexuelles, on l'a vidé de sa substance. On a enlevé les mécanismes de surveillance pour les violences sexuelles. Ça voulait dire que ça va se passer en toute impunité, il n'y en aura pas de problème. Puis aussi, on a enlevé le langage sur la planification familiale parce qu'on avait peur que c'était pour être une étiquette pour les interruptions de grossesse. Il faut passer à l'acte parce qu'on sait des choses. Qu'est-ce qu'on sait? L'affaire bien simple. Depuis des décennies, nous savons que les femmes sont attaquées dans les zones de crise, dans les camps de réfugiés, quand elles vont ramasser du bois pour faire la cuisine. Comment ça? On fait encore des rapports de ça, puis on ne s'assure pas qu'on sécurise les endroits où les femmes vont ramasser le bois. On sait depuis des décennies qu'aller au sanitaire, c'est toujours un risque. Il y a encore un rapport du Soudan du Sud où on dit que les femmes et les jeunes femmes sont violées quand elles vont aux toilettes. Rien de nouveau. Mais pourtant, ça ne change pas. Dans les camps de réfugiés en Grèce, les femmes me disaient qu'elles n'allaient pas au sanitaire la nuit. Elles avaient peur. C'était mal éclairé, puis elle disait que c'était un risque pour elles. Elle avait peur d'être violée ou d'être violentée. Quelques-unes rapportaient qu'elles utilisaient le coin de la tente comme sanitaire. Je sais que c'est bien à mode les toilettes là, sans sexe, là, mais ça ne marche pas partout. Dans le contexte d'un camp de réfugiés ou d'un camp de déplacés, il ne faut surtout pas exacerber les vulnérabilités. On entend souvent des gens dire qu'il faut donner la voix aux femmes, faire du lobbying pour les femmes. Mais quand on parle aux femmes dans ces contextes-là, ils disent « Donnez-nous donc des toilettes avec des lumières, arrêtez donc de faire des slogans, on veut des soins, on veut un accès d'interruption de grossesse, on veut des sentiers sécurisés. » C'est ça qu'on veut. Donc, je vais finir là-dessus. Donc, pour moi, la gouvernance au féminin en contexte de crise, ça commence par reconnaître que ces femmes sont juste des super-héros, qui sont souvent contrôlés à faire des non-choix. Si on veut acter un leadership féminin, ça commence par un accès aux soins incluant la santé reproductive. Et il faut arrêter de faire des slogans, puis il faut juste passer à l'acte. Sinon, on accuse des reculs. On passe des résolutions sur les violences sexuelles avec un angle mort sur la santé reproductive. Et ma question pour vous ce soir, comment allons-nous acter concrètement une gouvernance au féminin partout, incluant dans les contextes de crise? Merci.